Je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée de la conférence du stage des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'année 2022-2023. La promotion des secrétaires de la conférence pour l'année 2022-2023 est donc ainsi composée. Monsieur Benjamin Rottier, premier secrétaire. Monsieur Jean-Baptiste Forest, deuxième secrétaire. Madame Dorothée Félier, troisième secrétaire. Et Monsieur Antoine Benasseraf, quatrième secrétaire. Et il va maintenant être procédé à la remise des prix. Chacun des secrétaires sortants va recevoir une médaille de l'ordre ainsi que des bons de livres et d'abonnements que nous devons à la générosité de nos partenaires l'Extinso et Dalloz. Le prix Jean Labbé a été décerné à Monsieur Quentin Régnier, premier secrétaire. Il va lui être remis par Madame Blandine Gardet-de-Souze, représentant Monsieur le garde des Sceaux. Le prix Gaston Mayer François Lioncan a été attribué à Monsieur Vincent Lassalle-Billet, deuxième secrétaire. Il va lui être remis par Madame Martine de Boisdef, présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État, représentant Monsieur le vice-président du Conseil d'État. Une médaille va être remise à Madame Claire Lyoté, troisième secrétaire, par Monsieur Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation. Enfin, une médaille va être remise à Madame Andrea Londonio-Lopez, quatrième secrétaire, par Monsieur François Molins, procureur général près la Cour de cassation. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État représentant Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Conseillère représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Président de la section du contentieux, Monsieur le membre du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Madame la présidente, directrice du service de documentation des études du rapport de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les premiers avocats généraux, Monsieur le procureur européen, Madame la défenseure des droits, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le vice-bâtonnier du barreau de Paris, Monsieur le vice-président du Conseil national des barreaux, représentant le président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs, mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis de la conférence du stage. Bannissons le chagrin, il nous consume. Proclamé comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, les droits fondamentaux sont indissociables des progrès de l'humanité en général
et du droit en particulier. Exaltés par les Lumières, ils ont contribué à l'avènement de la liberté, car le droit permet la liberté, celle du citoyen face au pouvoir absolu, celle du savoir face à l'obscurantisme, liberté des peuples, liberté des individus, liberté des penseurs, écrivains, journalistes, liberté, liberté chérie, proclame le 7e couplet de notre Marseillaise. Visionnaires, les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale en 1789, qui ont considéré dans notre Déclaration des droits que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements et qui ont résolu d'exploser dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et si ces principes ont été balayés par le souffle de la barbarie des régimes totalitaires du XXe siècle, ils ont été au cœur de la reconstruction de l'Europe par le droit. Comme en 1789, les signataires de la Convention européenne des droits de l'homme ont affirmé leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose notamment sur un commun respect des droits de l'homme. Mais il ne suffit plus de proclamer des droits. Il faut les couler dans un ciment suffisamment solide au moyen d'outils juridiques destinés à les rendre pérennes et effectifs. L'état de droit n'est pas un colosse, mais une figure finalement fragile pouvant être renversée au premier conflit. Sur les ruines de l'Europe, on a construit une cour de la paix chargée de protéger et de faire vivre les droits de l'homme au moyen du recours individuel qui est possible en France depuis 40 ans. Nous venons juste de fêter cet anniversaire. Alors que les canons et la guerre massacrent des vies à la porte de notre Union européenne, c'est le moment ou jamais de nous rappeler que ces outils ont été conçus comme une réponse par le droit aux atrocités commises. Après la chute du mur de Berlin, on célébrait la fin de l'histoire ainsi que le triomphe de l'état de droit. On oppose aujourd'hui, avec une grande brutalité, le droit et la démocratie. Et cette contestation n'est plus l'apanage des mouvements populistes. À vrai dire, les droits fondamentaux ont toujours eu leur lot de sceptiques, chez les juristes notamment, dénonçant la subversion, la dilution ou la négation du droit par ces principes jugés trop mous, généraux, susceptibles de toutes les interprétations et instrumentalisations. Pourtant, l'égalité, sans considération d'origine, de sexe ou de religion, la sûreté, le respect de la vie familiale, la liberté de penser, la propriété, la protection des étrangers, des minorités et des personnes, le statut des enfants et l'état civil, en un mot, la présence bienfaisante de la liberté, le souci de la règle de droit. Ces droits fondamentaux sont notre trésor inestimable. Sont-ils à vendre à l'encan? Sommes-nous prêts à renoncer aux garanties du procès équitable et à un recours effectif, à la présence d'un avocat lors des auditions, au droit au silence, au recours pour excès de pouvoir? Si cette contestation est ancienne, c'est son ampleur qui surprend et qui inquiète aujourd'hui, avec en toile de fond la critique du rôle du juge. Accusé, levez-vous. Cette mise en accusation est dirigée contre l'ADN du mécanisme de protection des droits fondamentaux, le principe d'effectivité. La Convention européenne des droits de l'homme ne se borne pas à énoncer des droits. Elle a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, interprétés à la lumière des conditions d'aujourd'hui et des progrès de la société. Le Conseil constitutionnel ne dit pas autre chose à propos du contrôle de constitutionnalité lorsqu'en 1985, il considère que la loi votée n'exprime la volonté générale que
dans le respect de la Constitution et donc des droits fondamentaux. À plusieurs reprises, le Conseil a fait dépendre la constitutionnalité du point de savoir si la loi assurait suffisamment l'effectivité d'un droit constitutionnel, comme celui du recours effectif contre une décision d'arrêt de traitement médical par une personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Cette notion d'effectivité est pourtant mal définie. Les dictionnaires n'en parlent pas, ou peu. Selon l'Académie, ce terme serait trop rare pour figurer dans un dictionnaire d'usage courant. Je souhaite vous convaincre du contraire. Certes, la règle de droit ne se définit pas au sens strict du terme par rapport à son effectivité, et c'est heureux. Mais c'est elle qui permet au droit de se réaliser. Dans le droit de la preuve, on dit que ne pas pouvoir prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ou ne pas être, c'est la même chose. Eh bien, ne pas pouvoir revendiquer de façon effective, en justice, un droit, ou ne pas avoir de droit, c'est aussi la même chose. Pour Jhering, l'essence du droit est sa réalisation pratique. Pour Jean Rivero, la norme juridique est faite pour régir le réel et pour se traduire dans les faits. L'effectivité est une norme dont la fonction est d'assurer le respect des droits et la question dépasse très largement celle des voies d'exécution. Il n'y a pas de droit là où il ne peut pas y avoir de recours en justice. Le droit est inséparable de l'expérience du procès et donc de l'office que le justiciable est en droit d'attendre d'un tiers impartial et indépendant, le juge, dont on rappellera solennellement ici qu'il rend la justice au nom du peuple français. Comment ne pas penser en cet instant au procès des attentats de novembre 2015, V13, qui s'est déroulé à quelques encablures de cette grande chambre. Comme l'a si bien dit l'avocate générale à la cour d'assises, votre verdict ne permettra pas de réparer le rideau déchiré, il ne guérira pas les blessures visibles et invisibles, il ne ramènera pas les morts à la vie, mais il pourra au moins assurer aux vivants que c'est ici que la justice et le droit ont le dernier mot. 6 ans seulement pour, avec les moyens qu'il faut, enquêter, instruire, défendre, débattre et juger définitivement la terreur et l'effroi, un modèle d'effectivité dont pourrait s'inspirer la justice pénale internationale. Voilà une façon de rendre la justice aux citoyens, pour reprendre le très bel intitulé choisi dans le rapport des États généraux de la justice. Et ce juge, spécialement celui de Cour suprême, doit interpréter la loi. C'est son office et la tâche n'est pas toujours facile, mais il ne peut se dérober sous peine de déni de justice. L'effectivité du droit nécessite tout d'abord un juge interprète. Un article de loi ou de code n'a de sens véritable que mis en rapport avec un dessein général. Comme l'a dit le doyen Vedel, le droit civil ne devint adulte que le jour où on le construisit et on l'enseigna comme tel, non comme la litanie du code Napoléon commenté, mais selon une autre méthode. Plus personne aujourd'hui ne doute que la jurisprudence est une source effective du droit. C'est dans cette grande chambre de la Cour de cassation qu'ont été construites des cathédrales jurisprudentielles, dont la plus célèbre est la responsabilité du fait des choses. Alors que le débat législatif sur les accidents du travail s'enlise, la Cour finit par consacrer une présomption de responsabilité dans l'arrêt Jandeur, au grand désespoir de la doctrine de l'époque. Les grandes réformes du Code civil d'aujourd'hui, 2006, 2016, 2021, ont consisté à réécrire dans les textes les acquis de la jurisprudence. Et le chemin emprunté semble le même pour la réforme des contrats spéciaux ou bien encore le Code de droit international privé. Peut-on imaginer plus sincère hommage du législateur et du pouvoir réglementaire à l'office du juge de cassation? Et le droit administratif n'est pas en reste, dont l'origine est à trouver dans la jurisprudence du Conseil d'État et du tribunal des conflits. Le 8 février prochain, l'arrêt Blanco,
qui a mis fin à la vieille tradition d'irresponsabilité de la puissance publique, aura 150 ans. Comme l'a souligné René Chaput, ce droit fait par le juge est la conséquence qu'on peut dire normale ou même inévitable de la carence de la loi. À chaque fois, il y a un litige, des justiciables qu'il faut départager et au milieu, un juge, régulateur essentiel de la vie en société. L'effectivité du droit suppose ainsi un juge interprète, mais aussi des contrôles juridictionnels efficaces. La fidélité et la loyauté que le juge doit à la loi ne veut pas dire qu'il doit être la machine à loi stigmatisée par Tocqueville, singulièrement à l'heure de l'open data et des algorithmes. Être fidèle, c'est respecter la lettre du texte et les intentions des législateurs, mais c'est dans le même temps donner un effet utile à la garantie des droits. La boîte à outils du contrôle de légalité pratiquée par le Conseil d'État et la Cour de cassation s'est donc naturellement enrichie. Quand la section du contentieux juge légal le recours à un téléservice pour des démarches administratives, elle pose en même temps le principe qu'il ne peut devenir obligatoire que si l'accès normal des usagers aux services publics et l'exercice effectif de leurs droits sont garantis. Quand le Conseil d'État opère pour la première fois un contrôle de la trajectoire sur le long terme des engagements chiffrés en matière d'environnement pris par l'État lors de l'accord de Paris, il est, dans le même mouvement, juge de la légalité et juge de l'effectivité du droit. Quand l'Assemblée plénière de la Cour de cassation admet pour la première fois la recevabilité d'un moyen de cassation qui se prévaut en cours de procès d'une nouvelle jurisprudence, c'est pour assurer l'effectivité de l'accès au juge, l'égalité des justiciables et la cohérence du droit. Quand la chambre criminelle décide à propos des conditions de détention que le caractère prioritaire d'une question prioritaire de constitutionnalité doit s'effacer lorsque le justiciable est privé de liberté et qu'il doit en même temps bénéficier des contrôles de conventionnalité et constitutionnalité, elle rend la protection des droits fondamentaux plus effective. Le contrôle de proportionnalité s'adresse en réalité tant aux juges qu'aux législateurs. Il révèle souvent les silences de la loi qui pourraient être corrigés à peu de frais par une réécriture des textes. Dans l'affaire des décrocheurs de tableaux présidentiels, la solution n'aurait probablement pas été la même si la loi n'avait pas prévu, quelle que soit la gravité du délit, une inscription systématique au fichier national des empreintes génétiques. Ces droits, il faut donc les concilier, comme le dit remarquablement bien l'article 4 de notre Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La tâche est essentielle, mais délicate. Elle permet de renouer avec les fonctions premières du droit, pacifier les rapports sociaux et assumer d'ordonner les droits et leurs modalités d'exercice, ce que le législateur ne peut pas faire seul. Si en période de pandémie majeure, on refuse la vaccination, on exerce un droit, mais on met en danger la liberté des autres et on s'expose à des restrictions supplémentaires. De même, chacun est ici attaché à une conception large du droit d'accès au juge, et notamment du droit d'accès à celui du juge de cassation. J'y veille personnellement et scrupuleusement tous les jours en commettant l'ensemble de mes consoeurs et confrères. Mais lorsque ce droit d'accès au juge suprême dégénère en abus manifeste, en haine des auxiliaires de justice, du greffe et des magistrats, et qu'il est utilisé dans le seul but de nuire et de perturber le bon fonctionnement du service public de la justice, il doit pouvoir être limité. De même, si on détruit la nature, on réduit la disponibilité du monde et on ne prend pas le chemin de la paix. Vivre dans un environnement sain, équilibré et protégé est la première et ultime garantie de nos libertés. Le droit à l'eau, le droit à l'air sont tellement évidents qu'ils ne figurent pas dans la Déclaration des droits de l'homme. Faudra-t-il ordonner les droits en fonction de l'empreinte climatique pour assurer l'effectivité de ces droits les plus élémentaires?
C'est un défi majeur auquel législateurs, gouvernements et acteurs du procès nous serons confrontés. Car l'effectivité du droit, c'est l'affaire de tous. Avocat auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation, je plaide coupable de réclamer des contrôles à la hauteur des enjeux que je viens d'exposer, coupable de demander, lorsque c'est utile, davantage de contrôles in concreto, coupable de suggérer des revirements de jurisprudence, des questions préjudicielles ou des demandes d'avis, coupable de demander une réorientation de dossier lorsqu'une non-admission paraît contestable. En faisant cela, je ne fais que mon métier d'avocat. Plus que jamais, nous le savons, la stratégie contentieuse des requérants est au cœur des contrôles normatifs exercés par nos juges suprêmes. Nous recherchons l'effet utile de nos recours, ce qui conduit à faire des choix. La question prioritaire de constitutionnalité est un formidable outil dont l'intérêt, 10 ans après son entrée en fonction, ne faiblit pas, et c'est heureux. Les avocats au Conseil, spécialistes du contrôle de légalité, en assurent la promotion sans faiblir. Mais le contrôle in abstracto pour l'avenir et la modulation fréquente des effets temporels n'est pas adapté à tous les dossiers. Le recours pour excès de pouvoir, quant à lui, est toujours un outil d'une grande puissance, annulé par voie d'action et de façon rétroactive. Je ne connais rien de plus efficace. Enfin, les différentes formes de contrôle de conventionnalité s'approfondissent et posent la redoutable question de savoir s'il est préférable d'appuyer sur tous les boutons en même temps ou de faire des choix. Comptez sur nous, en tout cas. Notre imagination est et doit être sans limite. C'est notre fonction, c'est aussi notre devoir. Et je veux aussi parler de notre devoir de conseil, toujours plus étendu, qui couvre non seulement le droit positif, le droit d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, puisqu'il nous faut prédire les évolutions prévisibles de la jurisprudence. Notre tâche est néanmoins redoutable à l'heure de la multiplication des sources du droit, non hiérarchisées pour certaines. La pyramide rassurante de Kelsen s'efface de plus en plus au profit d'un réseau qui se laisse moins facilement appréhender. Les lignes se superposent et se croisent. Pas sûr que nous trouvions encore des assureurs prêts à nous assurer pour toutes ces évolutions. Quant aux juges, nous savons que la tâche est également difficile et qu'ils sont au centre de toutes les attentions. Qui gardera les gardiens? La question est ancienne. Et pour ma part, j'ai fait mienne la devise de Benjamin Constant. On ne peut pas donner une garantie à la garantie elle-même. Autrement dit, la meilleure, puisque la seule, est celle qui donne, est celle que se donnent les juges eux-mêmes en exerçant leur pouvoir avec prudence et en s'auto-limitant. Les valeurs du magistrat sont celles de son office. Et puisque nous vivons à l'heure de la concurrence des droits, vous avez dit, Monsieur le Premier Président, que seul un processus décisionnel fondé sur la discussion et obéissant à des conditions méthodologiques strictes rend légitimes les choix qu'il opère. Discussion avec les parties, discussion entre les parties, discussion avec des intervenants extérieurs ayant un intérêt légitime à faire valoir parce qu'ils permettent aux juges de Cour suprême d'approfondir les contrôles. Ces discussions contribuent à l'effectivité de la garantie de nos droits. Le succès de l'expérimentation d'une oralité renforcée au Conseil d'État l'a bien démontré, Monsieur le Président de la section du contentieux. La mise en place progressive des propositions du rapport Cour de cassation 2030, qui implique toute la Cour, ses magistrats du siège, ses avocats généraux, son greffe et ses avocats au Conseil, va également y contribuer. Cher jeune secrétaire de la conférence du stage, le combat pour l'effectivité des droits est inlassable. Dans une lettre à Madison qu'il a écrite dans le palais révolutionnaire de l'automne 1789,
Jefferson défend le droit de chaque génération à promouvoir une interprétation vivante du droit. La terre appartient aux vivants et non aux morts. Le droit est poreux, il ressemble à une éponge. C'est là qu'il est le plus efficace, lorsque le juriste accompli va se nourrir à ses différentes branches. Droit public et droit privé sont interdépendants. C'est à vous qu'il appartient d'imaginer les contrôles de demain, les innovations technologiques, la protection effective, concrète de nos données numériques, la bioéthique et l'humain augmenté sont des sujets dont il faut vous saisir sans tarder. De même que peuvent le droit et la justice pour une protection effective de notre environnement et de notre climat. On le voit bien, ces leviers sont utilisés par des citoyens pour faire bouger les lignes. Le droit est devenu l'un des vecteurs et c'est une chance. Des juridictions sont saisies, des contentieux se nouent, les appels aux juges se multiplient. La protection effective du droit passera donc par un nouvel imaginaire avec des hiérarchies et des interdits qu'il vous appartient d'imaginer. Il y a dans les progrès du droit, pour reprendre Victor Hugo, encore plus de terres promises que de terrain gagné. Ces terres promises, gagnées puis perdues, comme les marais d'équinoxe, c'est à vous qu'il appartient de les investir. La parole est maintenant à M. Quentin Régnier, premier secrétaire de la conférence, pour un éloge du moyen de cassation. On est très bien là-dessous. Il y règne un parfum discret et de bon goût. Ces grands mâts violets, encore dans leur gangue de lichen et d'écorce ravinée. Ces grands fûts. Tandis qu'au fait, il se passe quelque chose de très doucement balancé et musical, de très doucement vibrant. Je crois que je commence à me rendre compte du plaisir propre au bois de pin. Madame la représentante du garde des Sceaux, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État, représentant Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président de la section du contentieux du Conseil d'État, Monsieur le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à la cime de nos ordres juridictionnels aussi, il se passe quelque chose de vibrant et de balancé. Ce quelque chose, c'est la cassation. Du latin quassare, nous enseigne Diderot, qui signifie secouer avec force. Or, comme dans les bois de pin du hameau de la Suchère, si fidèlement décrit par Francis Ponge, ce qui permet ce secouement, ce sont les branches. Les spécialistes de la cassation utilisent en effet un vocabulaire particulier, souligne le président Weber, qui emprunte à l'arboriculture, avec les branches des moyens, qui, à une certaine époque, comportaient parfois en outre des rameaux, des feuilles, voire même des folioles. Le moyen de cassation est végétal. Mais s'il devient trop branchu, c'est à l'animal qu'il emprunte. On le dit alors hérisson ou mille-pattes. Quelle que soit sa nature, bestiale ou sylvestre, une chose est sûre.
le moyen de cassation est vivant. Son âge est d'ailleurs vénérable. Apparu dès le XVIIe siècle, il atteint la postérité avec le règlement d'Aguesseau du 28 juin 1738, qui ordonne que les demandes en cassation d'arrêt ou de jugement rendues en dernier ressort soient formées par une requête qui contiendra les moyens de cassation. Nous sommes à la fin de l'Ancien Régime, le juge suprême se nomme encore Conseil du roi. Et si le roi et son conseil ont disparu depuis, le moyen de cassation, lui, malgré bien des révolutions, a traversé l'histoire sous ce nom. Poursuivant un même but, animé d'une seule fin, dénoncer la non-conformité d'un jugement à des règles de droit. Voilà ce que vise le moyen de cassation depuis plus de 3 siècles. Mais alors, penserez-vous, tout n'est-il pas dit? Ne vient-on pas trop tard, pour paraphraser la Bruyère, depuis plus de 300 ans qu'il y a des moyens et qui cassent? Rien n'est moins sûr, car à la vérité, le moyen de cassation n'entretient aujourd'hui qu'une vague ressemblance avec ses aïeux. Sous son apparente immutabilité, il n'a cessé d'évoluer, s'allégeant dans la forme, mais s'étoffant par son contenu. Et ce, à mesure que les hautes juridictions étendaient leur contrôle. Que l'on songe ainsi au défaut de base légale, contrôlé pour la première fois par la Cour de cassation, sans le nommer encore, en 1812, à la dénaturation de l'acte clair, 60 ans plus tard, ou plus récemment, au caractère hors de proportion d'une sanction prononcée par le juge disciplinaire, contrôlé depuis 2014 par le Conseil d'État. Le moyen de cassation a grandi. Et le temps qui a couru a forgé en lui des caractères dignes d'éloge. Il s'articule sous la forme d'un triptyque, non pas celui de la divine comédie de Dante, quoiqu'un moyen de cassation admis puisse relever du paradis, mais plutôt à la manière de Puccini, qui avait assigné à son œuvre éponyme la triple ambition d'intéresser, de surprendre et d'émouvoir. Le moyen de cassation répond à une même ambition. Il intéresse par le jeu qu'il propose, surprend par son style, émeut enfin par la quête qu'il poursuit, celle d'être utile. Le moyen de cassation est d'abord ludique. En effet, on dit de lui qu'il constitue la clé du procès en cassation. Mais encore faut-il la trouver, et n'est pas serrurier qui veut. Lorsque les circonstances le leur permettent, les hautes juridictions, saisies d'un pourvoi, peuvent bien sûr relever un moyen d'office. Et il appartient même à certains de leurs membres, en amont, de rechercher si un moyen sérieux peut être relevé afin d'attribuer ou non aux demandeurs au pourvoi une aide juridictionnelle. Mais le plus souvent, c'est aux parties qu'il revient d'identifier et d'articuler un moyen de cassation. Ce sont elles qui fixent les termes du débat. Or, à ce jeu de l'esprit, il n'est pas inutile d'être assisté d'un avocat au conseil, car le moyen de cassation ne se laisse pas facilement apprivoiser. Les conseillers rapporteurs de la chambre criminelle le constatent régulièrement lorsque, saisis d'un mémoire personnel, ils concèdent avoir tenté de rechercher s'ils pouvaient s'y deviner un ou plusieurs moyens de cassation, mais concluent malgré tous leurs efforts que celui-ci n'offre à en juger aucun et qu'il est donc irrecevable. La recherche du moyen de cassation est une affaire d'initiés. Tout débute bien sûr par une ardente résolution, à la façon de Condorcet, prenant la défense posthume du chevalier de la Barre. On dit qu'il n'y a point de moyen de cassation, et c'est ce que je ne puis croire. Mais l'élan lyrique cède rapidement la place à l'expertise technique. On examine l'arrêt, ligne à ligne, mot à mot. Mentions obligatoires, commémoratifs, motifs, dispositifs. On confronte le tout aux écritures, aux notes d'audience, aux pièces de la procédure. Et puis on joue, à se saisir des chefs défavorables, à identifier les motifs à leur soutien, à rechercher les cas d'ouverture. Si l'on tient une critique, on s'assure qu'elle n'est pas nouvelle, ou qu'elle est de pur droit, qu'elle est de l'horloge, ou d'ordre public au Palais Royal, qu'elle est opérante, qu'elle est encore fondée et qu'elle devrait l'être. Et si l'on se convainc, après tout cela, qu'entre nos mains se trouve un véritable moyen,
on ressent le sentiment qu'à ce jeu, on a peut-être gagné. Bien sûr, ce sentiment n'est pas toujours éprouvé. Tout apprenti avocat au Conseil se souvient avoir déjà tourné autour d'un moyen, comme Hokusai, autour du mont Fuji, sans le voir vraiment. D'avoir tremblé à la réception d'un avis 1015, de peur que la Cour de cassation y annonce relever d'office un moyen que l'on ne pouvait ignorer. Ou encore d'avoir chancelé en lisant dans un arrêt du Conseil d'État que, par les moyens qu'il invoque, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Formule qui, comme le dévoile le professeur Delvolvé, signifie qu'il existait d'autres moyens qui auraient prospéré s'ils avaient été invoqués. Identifier un moyen de cassation, cela s'apprend. Mais un moyen, cela se provoque aussi. Car dans certains cas, en l'état du droit, de moyens, il n'y a pas. Il faut parfois l'admettre et tenter de convaincre le justiciable que son intérêt serait plutôt de renoncer, mais d'autres fois, c'est de combativité qu'il faut faire preuve, et d'inventivité. Car s'il se construit en reflet du contrôle opéré par les hautes juridictions, le moyen de cassation n'est pas qu'une réplique. Il n'est pas qu'une caisse de résonance où se déploie servilement l'écho de solutions passées. Il est également un espace de liberté, un vecteur de propositions, de critiques, d'interrogations, un terrain où peuvent s'épanouir le doute et l'audace. Le moyen de cassation est aussi celui qui demande de revirer, d'interpréter autrement, de contrôler ce qui ne l'est pas. Alors assurément, à ce jeu auquel il invite, on se prête volontiers, car il n'est pas vain. Il participe, et cela n'est pas rien, de la vitalité de notre droit. Pour s'élever à ce rang, le moyen de cassation doit tout de même avoir été formulé, de préférence en français, les tentatives de certains plaideurs de soumettre des moyens polyglottes s'étant révélées vaines. Le moyen de cassation surprend alors par son style, qui est d'abord un lexique, celui des cas d'ouverture, souvent propre à chaque juridiction, voire à certaines chambres. Violation de la loi, erreur de qualification juridique des faits, défaut de motif, contradiction de motif, dénaturation, manque de base légale, le moyen emprunte aux juridictions suprêmes le vocabulaire précis par lequel s'exprime le contrôle de légalité qu'elles opèrent. Et ce vocabulaire présente parfois des nuances subtiles. Ainsi, devant la chambre criminelle, on ne reprochera pas au juge du fond d'avoir violé la loi, mais de l'avoir méconnue. Tandis qu'au Conseil d'État, on soutiendra que le juge s'est mépris sur la portée des Écritures et non qu'il les a dénaturées. Le moyen de cassation est un amoureux des mots. Mais ce qui le distingue, plus encore que son langage, c'est sa forme, en particulier devant les chambres civiles de la Cour de cassation, où le moyen hérite à la fois d'Aristote, sa structure syllogistique, de Boileau, l'exigence d'énoncer clairement ce qui se conçoit bien, et depuis 2 années, plus encore qu'auparavant, du paletot de Rimbaud, sa nature idéale. Après avoir visé la disposition faisant grief et sans plus rapporter les motifs de l'arrêt, le moyen de cassation civile, articulé autour de 2 prémices séparées d'un point-virgule, formule en quelques mots une unique critique. Son modèle, le joyau, que l'avocat au Conseil s'échine à ciseler, usant de tous les outils syntaxiques, puisant dans la richesse de la langue française les mots exacts, les formes de conjugaison justes et la ponctuation adéquate, jusqu'à satisfaire aux contraintes quasi oulipiennes de ce moyen. Alors, bien sûr, soyons honnêtes, le joyau conserve parfois quelques facettes à l'état brut. La branche peut rester un peu grasse, ou se démultiplier à l'excès, risquant alors de subir, avant même que d'être lu, le désaveu des moyens nombreux, lequel s'exprime de longue date. Ainsi, ce mémoire en défense de 1814, qui, après avoir relevé, non sans ironie, la vive imagination des adversaires leur ayant suggéré 12 prétendus moyens, avait objecté que les bons esprits ont un autre thermomètre en cassation, avant d'asséner in cauda que plus les moyens sont nombreux, moins ils sont bons.
Mais lorsqu'après 99 exercices de style à la façon de Queneau, la critique atteint sa forme idéale, on ne peut s'empêcher d'éprouver un certain contentement. Non pas pour soi-même, mais parce que cela est utile. Car telle est bien la quête fondamentale et quelque part émouvante que poursuit le moyen de cassation. Être utile. D'abord à son auteur, pour cerner les critiques auxquelles s'expose le jugement, pour identifier exactement les vices qui l'affectent. À cet égard, la contrainte du syllogisme est en réalité une aide précieuse, car sous cette forme, le moyen fait aussitôt apparaître l'évidence, ou au contraire la faiblesse, si ce n'est l'absence de la contrariété envisagée, ce qui facilite la sélection des moyens et donc leur économie. Utile, le moyen de cassation l'est également aux juridictions, en particulier s'il est exprimé de manière concise, car il fixe, en peu de mots, tous les termes du débat. L'enjeu n'est donc pas qu'esthétique. Il est aussi de permettre au Conseil d'État et à la Cour de cassation d'exercer un contrôle de légalité sur un grand nombre de décisions dans un délai raisonnable et d'assurer par là un égal accès des justiciables à ce niveau de contrôle. Utile, le moyen de cassation l'est encore à la vie de la jurisprudence. Si les hautes juridictions apportent tant de réponses, c'est parce que tant de questions leur sont posées. Utile, enfin, le moyen de cassation l'est au justiciable. Bien sûr, celui-ci ne manque pas de s'étonner de ce langage autarcique, comme dirait Barthes. Et l'on peine parfois à le convaincre que tout ce qui mérite d'être dit est bien là, dans ces quelques phrases ciselées, dans ces quelques cas d'ouverture. Mais ce que le moyen met en mouvement lui est fondamentalement personnel. Car à ce niveau-là, c'est avec un moyen de cassation que l'on se défend et rien d'autre. Alors, pour toutes ces raisons, lorsque sonne 14 heures à l'horloge du palais, ou qu'au palais royal les décisions sont lues, on ne peut s'empêcher d'avoir pour le moyen de cassation une pensée émue. Car à cet instant précis où sonne le verdict, il est quelque part un moyen qui finit sa vie en étant rejeté ou admis. La séance solennelle de rentrée de la conférence du stage des avocats au Conseil est terminée. Je vous remercie.